31 août 2014. Le téléphone de Jennifer Lawrence explose avec 847 appels manqués. Son agent hurle sur la messagerie vocale « N'allume pas Internet. N'allume surtout pas Internet. » Mais il est déjà trop tard. Elle ouvre Twitter et voit son nom en tendance mondiale à côté d'une photo de son corps nu qu'elle avait prise 3 ans plus tôt. L'image compte déjà 14 millions de vues. À Hollywood, une centaine d'autres célébrités découvrent que leurs moments les plus privés sont désormais propriété publique. Les vidéos de lune de miel de Kate Upton, les selfies de Scarlett Johansson dans sa salle de bain, les photos de Michaela Maroni prises lorsqu'elle avait 17 ans, ont généré des millions de téléchargements criminels. En moins de 48 heures, les images se sont propagées sur 17 000 sites web et 4 victimes ont tenté de se suicider. Mais voici ce qui rend la chose horrible. Les pirates étaient 5 inconnus qui ont simplement envoyé de faux courriels de sécurité Apple. Alors qui étaient ces 5 hommes ordinaires et qu'est-ce qui les a poussés à tout révéler soudainement? Novembre 2013. Ryan Collins est assis dans son sous-sol à Lancaster, fixant du code sur son ordinateur portable Dell. Il copie la page de réinitialisation de mots de passe d'Apple pixel par pixel en modifiant une seule ligne. Alors que les réinitialisations légitimes envoient dans les données au serveur d'Apple, sa version redirige les mots de passe vers les données de Collins à gmail.com. Il enregistre Apple Privacy Security sur iCloud.com via un proxy roumain, teste le kit de phishing sur le compte de sa femme, pensant qu'elle ne s'en rendra jamais compte, puis charge un fichier CSV contenant 4811 adresses e-mail de célébrités récupérées sur IMDb Pro, des fuites d'agences de talent et des fiches de contact de paparazzi. Sa première cible est l'assistante de Scarlett Johansson, dont l'adresse e-mail avait fuité lors du piratage de Sony Pictures en 2011. À 3200 km de là, à Chicago, Edward Mayurchik mène une opération parallèle depuis sa chambre d'enfance. Pendant que ses parents regardent Jeopardy en bas, il envoie 18 emails de phishing à des adresses se terminant par unitedtalent.com, wmentertainment.com et ca.com, les plus grandes agences d'Hollywood. Ces objets d'email s'inspirent des gros titres de TMZ. Urgent, accès non autorisé détecté depuis Moscou, Russie, envoyé quelques heures après l'annonce dans la presse de menaces de diffusion de photos de célébrités nues. Vos photos iCloud pourraient être compromises, arrivent en pleine couverture du piratage de Sony, mais Mayurchik a apporté une innovation. Il synchronise chaque vague de phishing avec de véritables failles de sécurité, rendant les célébrités paranoïaques plus susceptibles de cliquer. Entre novembre 2013 et avril 2014, il envoie 4729 emails et 312 personnes saisissent leur mot de passe. 30 d'entre elles sont des noms connus de tous. Les hackers ont découvert la faille fatale d'Apple. La fonctionnalité « Localiser mon iPhone » permettait un nombre illimité de tentatives de mots de passe via un point de terminaison de l'API. Christopher Brannan a écrit un script Python qui testait 14 000 mots de passe courants sur les comptes de célébrités à une vitesse fulgurante. Lorsqu'un mot de passe échouait, le script essayait le suivant sur la liste, puis le suivant, et ainsi de suite jusqu'à trouver le bon. Aucun blocage, aucune alerte. Juste des tentatives infinies à raison de 50 essais par seconde. Brannan a craqué le compte de Jennifer Lawrence après 1847 tentatives. Son mot de passe était Nashville 2011, la ville et l'année où elle a tourné Hunger Games. Rihanna est tombée après 3221 tentatives. Barbade 88, son lieu et année de naissance. Avril Lavigne utilisait Skater Boy, le titre de sa propre chanson. Mais les mots de passe n'étaient que la première porte. Les questions de sécurité donnaient accès au compte. Dans quelle rue avez-vous grandi? Pour les célébrités, Wikipédia connaissait la réponse. Nom de jeune fille de la mer? Ancestry.com fournissait des arbres généalogiques complets. Le nom du premier animal de compagnie? De vieux posts MySpace de 2004 regorgeaient de mines d'or de détails personnels. George Garofano a découvert la mascotte du lycée de Kate Upton, les Rockets. Sur une page d'anciens élèves d'une école catholique de Melbourne, il a trouvé le nom du premier chien de Kirsten Dunst, Biscuit, dans une interview de 1997 dans un journal à propos d'entretien avec un vampire.
Michaela, l'enseignante préférée de Maroney, est apparue dans la rubrique Élève du mois du journal local de sa ville natale en 2006. Chaque réponse ouvrait l'accès à un autre compte, une autre sauvegarde, un autre millier de photos. Jamais destinées à être vues du public, le système de sauvegarde iCloud est devenu leur distributeur automatique. Quand quelqu'un se connecte à iCloud depuis un nouvel appareil, Apple envoie une alerte, sauf si vous restaurez à partir d'une sauvegarde. Le hacker a sélectionné « Restaurer depuis iCloud »,« Sauvegarde sur iTunes », a saisi les identifiants volés et a téléchargé l'intégralité du contenu du téléphone sans déclencher de notification. Ryan Collins a téléchargé la sauvegarde de 23 gigaoctets de Jennifer Lawrence contenant 1789 photos et 94 vidéos couvrant 3 années. Le téléchargement a pris 4 heures avec sa connexion Comcast. Il regardait Netflix pendant que des photos jamais destinées à être vues étaient transférées sur son disque dur. Aucune alerte n'est parvenue à son téléphone, aucun email ne l'a averti d'un accès. Les journaux d'Apple montraient une restauration de sauvegarde habituelle depuis un iPhone 5C, le même modèle que possédait Lawrence. Le plus incroyable dans ce piratage, c'est que ces personnes n'étaient pas des criminels chevronnés. Collins a oublié d'utiliser un VPN pour 12 téléchargements, laissant ainsi sa véritable adresse IP dans les journaux des serveurs. Mayerchick a payé ses domaines de phishing avec un compte PayPal relié à son véritable compte courant à la Chase Bank. Garifano a pris des captures d'écran de ses photos trophées et a accidentellement inclus son nom d'utilisateur Windows, Georgeg_Dell, dans les métadonnées du fichier. Brannon a testé son logiciel de décryptage de mots de passe sur son email du district scolaire, laissant des traces qui menaient directement à son numéro d'identification d'enseignant. Ils ont commis toutes les erreurs d'amateurs possibles, sauf celle de se faire prendre. Pendant 18 mois, personne n'a remarqué que des stars d'Hollywood étaient systématiquement attaquées. Mais pourquoi 4 hackers différents se sont-ils soudainement mis à traquer des photos de célébrités à quelques semaines d'intervalle? Et qu'est-ce qui les a poussés à tout risquer pour diffuser leur collection? 30 août 2014, 21h30. Sur le tristement célèbre forum Anonyme, le jumeau maléfique de 4 chaînes dédiées à la revenge porn, l'utilisateur OriginalGuy publie 12 mots qui déclenchent une frénésie. J'ai des centaines de photos de célébrités nues. Les bitcoins sont les bienvenus, exemple à l'intérieur. D'autres arrivent. En pièce jointe, une miniature censurée de Jennifer Lawrence. Cette image, comme le confirment les recherches inversées, n'existe nulle part ailleurs en ligne. Le post inclut une adresse Bitcoin et en 10 minutes, les registres de la blockchain montrent que 0,2847 Bitcoin, soit 147 $, ont été reçus de 16 portefeuilles différents. Original Guy répond avec un lien méga contenant 43 photos non censurées. À ce moment précis, tout est devenu incontrôlable. À 22h30, le fil Anon IP atteint 500 messages alors que les utilisateurs supplient, menacent et enchérissent pour obtenir des photos de célébrités précises. Quelqu'un propose 1000 $ en Bitcoin pour des photos d'Emma Watson. Un autre promet 500 $ pour Taylor Swift. Original Guy reste silencieux pendant 47 minutes, puis lâche la bombe, un fichier contenant 460 et une photo de 60 célébrités. Le mot de passe? Ironiquement, il est infecté. Un détail qui aidera plus tard les cryptanalystes du FBI à identifier quelle collection provenait de quel hacker. À 23h47, un utilisateur anonyme, probablement Original Guy, sous une autre adresse IP, migre vers le board B de 4 champs, qui a plus de trafic, et met tout en ligne gratuitement. Le modèle économique s'est effondré. Le chaos a commencé. Le modérateur de 4chan, M_L, témoignera plus tard avoir supprimé plus de 10 000 messages cette nuit-là. Pour chaque fil supprimé, les utilisateurs en créaient 5 de plus. Ils ont changé de tactique, publiant des albums Imgur, des fichiers Anon, des liens, des dossiers Mega, des archives Mediafire. Quand ceux-ci étaient retirés par le DMCA, ils utilisaient le site russe Ergeost, la plateforme chinoise Baidu ou le stockage blockchain sur Swarm. Quelqu'un a même téléchargé tout le cache sur The Pirate Bay déguisé en distribution Linux. Un autre utilisateur a intégré des photos dans un fichier de monde Minecraft qui est devenu viral sur les forums de jeux vidéo. À 2h du matin, le 1er septembre, l'utilisateur Reddit John John a créé un subreddit appelé The Fappening. Souvenez-vous de cela.
Son premier post contient Jennifer Lawrence, Kate Upton, Ariana Grande et des centaines d'autres. L'infrastructure de Reddit a immédiatement flanché. Le subreddit a gagné 10 000 abonnés par heure pendant 6 heures consécutives, un rythme qui dépassait de 400% le précédent record de Reddit, l'AMA d'Obama, en 2012. Amazon Web Services, l'hébergeur de Reddit, a enregistré 7,2 téraoctets de trafic vers The Fappening lors de son premier jour, soit plus de données que ce que Wikipédia transfère en une semaine. Le blog sysadmin de Reddit a révélé plus tard que le subreddit consommait 141 gigaoctets de bande passante par seconde au pic, nécessitant une allocation d'urgence de serveurs qui a coûté 47 000. La communauté a développé son propre écosystème en quelques heures. Le Fappening Discussion pour l'analyse, le Fappening Archive pour l'organisation, le Fappening SF pour les photos habillées qui révélaient des métadonnées. Les utilisateurs ont créé des tableaux de suivi indiquant quelles célébrités avaient vu leurs photos fuiter, lesquelles étaient confirmées comme fausses, et lesquelles allaient bientôt être publiées. Ils ont créé des extensions de navigateurs qui téléchargeaient automatiquement les nouveaux posts. Ils ont programmé des bots qui récupéraient les liens et les republiaient sur des sites de sauvegarde. 1er septembre, 6h45 du matin. L'avocat de Michaela Maroney, Jeffrey Steinberger, envoie à Reddit une lettre qui change tout. Plusieurs images montrent Mademoiselle Maroney alors qu'elle était mineure. La diffusion constitue un crime fédéral. Retirez-les immédiatement ou vous ferez l'objet de poursuites. Le PDG de Reddit, Yishan Wang, convoque une conférence téléphonique d'urgence. L'équipe juridique le confirme. Une analyse rapide révèle que des photos datent de 2013 lorsque Maroney avait 17 ans. Toute personne ayant téléchargé, partagé ou même simplement consulté ces images spécifiques a techniquement commis un crime. Le Fappening était devenu un réseau de diffusion de pornographie infantile comptant 141 000 participants. En moins de 2 heures, Reddit interdit tout contenu lié à Maroney et publie un avertissement clair indiquant que tout contenu impliquant des mineurs entraînerait un bannissement définitif. Et un rapide appel au FBI. Mais le mal était fait. Les estimations les plus prudentes faisaient état de 100 millions de téléchargements au cours des 48 premières heures. Les tendances Google montraient que Jennifer Lawrence et Leaked atteignaient le score maximal de 100 dans 19 pays simultanément. Pornhub a signalé 41 millions de recherches de noms de célébrités cette semaine-là. Leur fonction de recherche a planté et même Twitter a suspendu 3847 comptes pour avoir partagé des liens. Pour chaque suppression, les utilisateurs trouvaient des solutions de contournement, écrivant les noms à l'envers, utilisant des codes emoji ou créant des chaînes privées sur Telegram. Celles-ci ont atteint chacune 50 000 membres. Les photos ont atteint une véritable viralité permanente, étant répliquées à une telle échelle qu'une suppression complète est devenue mathématiquement impossible. Mais qui a pris la décision catastrophique de tout publier gratuitement sur 4 chaînes? Et pourquoi les autres hackers sont-ils restés silencieux alors que leur travail minutieux sombrait dans le chaos? 2 septembre 2014, le téléphone de l'agent spécial du FBI, Jeff Jasinski, vibre avec une directive d'urgence du bureau de Los Angeles. L'opération Fappening est désormais classée comme une enquête cybernétique priorité 1 impliquant une possible pédopornographie, une fraude électronique et des violations du Computer Fraud and Abuse Act. Les peines maximales combinées encourues s'élèvent à 127 ans. Au lever du soleil, 28 agents répartis dans 6 villes analysent les journaux de serveurs, les dossiers des fournisseurs d'accès Internet et les données de la blockchain Bitcoin. Apple fournit 487 gigaoctets de journaux d'accès. Google remet les métadonnées des emails de 1847 comptes. Reddit transmet les adresses IP de chaque modérateur et utilisateur influent de The Fappening. La NAS numérique est déployée. La piste Bitcoin ne mène nulle part. Le propriétaire du portefeuille a utilisé Tor, blanchi les pièces via 3 services de mixage, puis les a convertis en Monero via Shapeshift. Mais les emails de phishing comportent une faille critique. Les en-têtes des emails révèlent les serveurs SMTP d'origine. La sécurité de la vie privée d'Apple sur iCloud.com passe par smtp.mail.ru. Mais l'entête d'adresse IP d'origine indique 74.96.184.42. Une adresse résidentielle Comcast à Lancaster, en Pennsylvanie.
Un recoupement avec les journaux d'Apple montre que la même adresse IP a téléchargé la sauvegarde iCloud de Jennifer Lawrence le 14 mars 2014. L'abonné est Ryan Collins, marié, père de 2 enfants, sans casier judiciaire et travaille au support informatique de l'hôpital général de Lancaster. 7 octobre 2014. Des agents du FBI mènent des perquisitions simultanées dans 4 États. À Lancaster, ils trouvent l'ordinateur portable de Collins encore connecté à 12 comptes iCloud de célébrités. Son disque dur externe contient 18 dossiers intitulés J-Lo, Cupton, Aplaza, chacun avec des centaines de photos. L'historique du navigateur montre 14 000 visites sur iCloud.com avec différents identifiants. Le dossier des brouillons de sa boîte Gmail contient des modèles d'email de phishing avec des objets comme alerte de sécurité urgente et vérifiez votre compte. Lorsque les agents lui demandent pourquoi, Collins répond « Je voulais juste les voir nus, comme tout le monde ». Il accepte immédiatement de coopérer, fournissant les mots de passe des dossiers chiffrés qui révèlent des photos de 52 autres victimes jamais divulguées publiquement. Les agents de Chicago arrêtent Edward Meyerschuk chez ses parents pendant le petit déjeuner. Son dispositif est plus sophistiqué. 3 ordinateurs portables, un routeur VPN et un logiciel de phishing personnalisé acheté sur un forum de hackers russes pour $300. Son Dropbox contient 329 dossiers, organisés par nom de célébrité, valeur nette et notes. De 1 à 10 pour l'attrait physique. Les horodatages des fichiers montrent qu'il a accédé au compte de Jennifer Lawrence 147 fois entre mars et août 2014. La plus grosse erreur de Meyerschuk est évidente. Il s'est envoyé par email des fichiers zip contenant les photos volées, créant ainsi des traces permanentes sur Gmail qui ont survécu à ses tentatives de suppression. Lors de l'interrogatoire, il avoue tout, mais insiste « Je ne les ai jamais publiés en ligne. Je le jure sur Dieu. » L'arrestation de George Garifano réserve une surprise. La police de l'État du Connecticut ne trouve aucune photo divulguée sur ces appareils, mais découvre 7,4 téraoctets de contenu volé provenant de 241 victimes, dont des épouses de politiciens, des filles de PDG du Fortune 500 et ses propres camarades de lycée. Son journal détaille 2 années de piratage méthodique. Les enquêteurs réalisent que Garofano représente des centaines de hackers inconnus qui ont appris le phishing sur les mêmes forums russes, ont ciblé des personnes non célèbres et ne se sont jamais fait attraper, parce que leurs victimes ne se sont jamais manifestées publiquement. Le piratage des célébrités n'était pas unique. Ce n'était que la partie émergée d'un immense iceberg. Christopher Brannon a failli s'en sortir. L'ancien enseignant a mieux effacé ses traces, utilisé le Wi-Fi public, payé ses outils avec des cartes de crédit volées et communiqué via des canaux chiffrés. Mais il a commis une erreur fatale. Il a piraté sa propre belle-sœur pour tester ses méthodes et elle a signalé l'intrusion à la police en 2013. Ce signalement est resté sans suite jusqu'à ce que des agents du FBI relient son cas au piratage de célébrités grâce à des modèles de phishing identiques. Lors de son arrestation, l'ordinateur de la salle de classe de Brannon au lycée Lee Davis contenait des listes de mots de passe pour 200 comptes, dont 15 d'élèves actuels. Sa carrière d'enseignant s'achève avec des accusations fédérales qui aboutissent finalement à la peine la plus sévère, 34 mois de prison fédérale, ainsi qu'une inscription à vie au registre des délinquants sexuels en raison de la présence de contenus impliquant des mineurs. En 2019, 5 hommes purgent au total 96 mois de prison fédérale pour les piratages de célébrités. Collins écope de 18 mois et doit verser 75 000 $ de dédommagement. Meyerschuk purge 9 mois et suit une thérapie imposée par le tribunal pour addiction à Internet. Garofano écope de 8 mois et d'une interdiction à vie des réseaux sociaux. Herrera, arrêté plus tard, reçoit 16 mois après que les agents ont découvert qu'il avait accédé 495 fois à la boîte Gmail de son voisin par obsession. Pourtant, l'auteur original, celui qui a tout publié sur 4 chons, reste non identifié. L'analyse du FBI suggère qu'il ne faisait pas partie des hackers arrêtés, mais qu'il s'agissait de quelqu'un ayant obtenu les photos via des réseaux d'échange, puis détruit toutes les preuves après la fuite. Son portefeuille Bitcoin reste intact. 4 730 et $1 en crypto-monnaie que personne n'a réclamé depuis 10 ans. Comment une simple arnaque de phishing a-t-elle révélé le cauchemar plus profond de la surveillance de masse?
Qu'est-il arrivé aux victimes forcées de vivre avec une violation numérique permanente? Jennifer Lawrence annule 3 jours de promotion pour X-Men. Le téléphone de son attaché de presse reçoit 847 demandes des médias en 72 heures. Lors de son entretien avec le FBI au bureau de Los Angeles, les images de vidéosurveillance la montrent en train de trembler de façon incontrôlable, nécessitant 2 pauses pour gérer des crises de panique. Le rapport de l'agent Yasenski indique « Le sujet est devenu extrêmement bouleversé en voyant les photos comme preuve, nécessitant une assistance médicale pour hyperventilation. » Plus tard, elle confie à Vanity Fair « Je n'arrive pas vraiment à décrire ce que je ressens. C'est comme être mise à nu dans un stade rempli de gens qui vous détestent. Sauf que le stade, c'est la planète Terre et que cela ne s'arrête jamais. » Ces mots traduisent ce qu'ont vécu les 104 victimes confirmées. Un viol numérique qui se répète à chaque fois que quelqu'un recherche leur nom sur des forums russes où les photos circulent encore. La gestion de crise d'Apple commence le 2 septembre avec une déclaration d'urgence de Tim Cook affirmant qu'aucune faille d'iCloud n'a eu lieu. C'est techniquement vrai, mais volontairement trompeur. Des emails internes divulgués en 2021 le révèlent. Apple connaissait la vulnérabilité de « localiser mon iPhone » depuis 2012, mais avait jugé sa correction peu prioritaire car elle n'avait pas encore été exploitée. Dans les 96 heures suivant le fappening, Apple corrige 14 failles de sécurité, impose une limitation du nombre de tentatives de mots de passe, rend l'authentification à 2 facteurs obligatoire pour les sauvegardes iCloud, envoie des alertes par email pour tout téléchargement de sauvegarde, enregistre les adresses IP pour chaque tentative d'accès, verrouille automatiquement les comptes après 5 échecs, exige une vérification pour la réinitialisation des mots de passe et rend impossible la restauration des sauvegardes sans confirmation via un appareil de confiance. La société n'admet jamais que ces changements sont liés au piratage des célébrités, les qualifiant d'amélioration de sécurité de routine. Les conséquences juridiques redéfinissent la législation sur la vengeance pornographique à l'échelle nationale. Avant 2014, seuls 3 États disposaient de lois spécifiques contre la diffusion de pornographie non consensuelle. En 2019, 46 États ont adopté des lois pénales avec des peines allant de délits mineurs à des crimes passibles de 5 ans de prison. La loi SB 1255 de Californie criminalise spécifiquement le piratage visant à obtenir des images intimes directement inspirées par le fappening avec des peines minimales obligatoires. Le SHIELD Act est adopté par le Congrès, faisant de l'abus sexuel basé sur l'image un crime fédéral. La responsabilité des plateformes évolue également. La section 230 est modifiée pour la pornographie non consensuelle, rendant les sites légalement responsables de l'hébergement de contenus intimes volés. Reddit, Twitter et Facebook mettent en place le hachage photo DNA pour détecter et bloquer automatiquement les images intimes déjà identifiées. Une technologie initialement développée pour le matériel pédopornographique, désormais réutilisée contre la vengeance pornographique chez les adultes. Pourtant, la mémoire d'Internet s'avère permanente. L'analyse du chercheur en sécurité Troy Hunt révèle la présence de photos du fappening sur 17 000 domaines distincts en 2024. Le forum russe deepwebporn.ru héberge des archives complètes derrière 7 proxys et 3 juridictions. Des chaînes Telegram comptant plus de 400 000 membres partagent chaque jour d'anciennes fuites. La technologie d'échange de visages par IA rend toute vérification impossible. N'importe quelle photo pourrait être réelle ou générée. Les images volées de Jennifer Lawrence apparaissent dans des vidéos pornographiques deepfake totalisant 50 millions de vues. Kate Upton découvre ces photos divulguées imprimées dans un magazine serbe. Michaela Maroney retrouve ces images de mineurs sur un site brésilien de revenge porn qui opère ouvertement malgré des mandats internationaux. Les hackers sont allés en prison, mais leur vol a atteint l'immortalité numérique. Les cicatrices psychologiques sont plus profondes que n'importe quelle peine. Les factures de thérapie de 37 victimes s'élèvent à 3,7 millions de dollars. 4 célébrités tentent de se suicider l'année suivant la fuite, leur nom étant scellé dans les documents judiciaires. 12 abandonnent définitivement le monde du divertissement. Aubrey Plaza développe une agoraphobie, incapable de quitter sa maison pendant 3 mois. Gabrielle Union souffre de flashbacks de stress post-traumatique déclenchés par les téléphones avec appareil photo. Mary Elizabeth Winstead décrit la sensation d'avoir été assassinée tout en continuant à marcher.
Ces femmes n'ont pas seulement perdu leur vie privée, elles ont perdu la capacité d'exister en public, sans se demander qui les avait vues nues, qui avait sauvegardé ces photos, qui les regardait à cet instant même en leur parlant chez Starbucks, à l'école de leur enfant ou au supermarché. Le piratage a révélé le plus grand mensonge de la Silicon Valley, que nos données sont en sécurité dans le cloud. Toutes les grandes plateformes ont subi des violations après le fappening. Yahoo a perdu 3 milliards de comptes. Equifax a exposé 147 millions de numéros de sécurité sociale. Facebook a divulgué 533 millions de numéros de téléphone. Twitch a laissé fuiter l'intégralité de son code source. LinkedIn, Adobe, MyFitnessPal, Marriott, Twitter, tous ont laissé s'échapper des données touchant des milliards de personnes. Le piratage des célébrités n'était pas une anomalie, mais un avant-goût. Aujourd'hui, les marchés du Darknet vendent des outils de piratage du cloud pour $50, des kits de phishing automatisés pour $200 et des tutoriels vidéo pas à pas sur le piratage de comptes iCloud qui cumulent des millions de vues avant d'être supprimés. Le fappening ne s'est pas arrêté, il s'est transformé en une industrie. Mais voici la question que personne ne pose. Si le fappening n'impliquait que 5 amateurs qui se sont fait prendre, combien de professionnels ne se sont jamais fait attraper? Pendant que vous regardiez des célébrités tout perdre à cause de faux emails, quelque chose de bien pire était en train de se produire. La même année où ces hackers ont été envoyés en prison, des professionnels ont piraté une base de données contenant les numéros de passeport, les cartes de crédit et les adresses personnelles de 500 millions de voyageurs, y compris la vôtre si vous avez séjourné dans un Marriott entre 2014 et 2018. Regardez ce qui s'est passé dans cette vidéo. Le piratage qui a exposé 500 millions de voyageurs.